Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrez les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie Jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je suis avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Justine, merci de me recevoir. Merci à toi, bienvenue. Alors Patrick, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Oui, je m'appelle Patrick Mougin, j'ai 63 ans, je suis retraitée de l'activité d'informaticien. J'ai fait toute une carrière d'informaticien jusqu'à il y a quelques années et je suis aujourd'hui en fait astrologue védique. Voilà. Et c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui, c'est pour nous parler du coup d'astrologie védique et pour nous parler plus particulièrement de l'axe Rahu-Ketu, donc qui est le fameux axe karmique de l'astrologie Jyotish. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous présenter ou nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que cet axe karmique Rahu-Ketu en astrologie Jyotish? Oui, bien sûr, on va déjà un petit peu présenter Rahu Ketu. Alors, Rahu Ketu sont utilisés dans l'astrologie védique au même titre que les 7 autres planètes. Donc, en fait, on considère qu'on a 9 planètes, mais Rahu Ketu ne sont pas vraiment des planètes. En fait, ils représentent à ce que l'on appelle en fait les nœuds lunaires, Rahu étant le nœud nord et Ketu étant le nœud sud. Ça correspond en fait dans l'espace, en fait, aux endroits où ont lieu les éclipses. Donc Raoult fait de l'ombre à la Lune et Ketu fait de l'ombre au Soleil. Au cours de ces éclipses, on a la possibilité de voir une zone d'ombre en fait sur les deux astres et en fait c'est un petit peu la matérialisation de Raoult et Ketu. Quand on voit cette ombre, en fait, on dit qu'on voit en fait, c'est le seul moment où on peut voir Raoult et Ketu. Donc ça, c'est vraiment l'origine de Raoult et Ketu côté matériel. Si on parle un peu de la mythologie indienne, en fait, Rahu et Ketu sont nés, en fait, l'origine, c'est la légende de Nagavazuki. C'est un serpent qui régnait sur les zones un peu sombres. Et à l'occasion d'une guerre entre les démons et les dieux, euh, ce serpent, Vasuki, a décidé d'aider les dieux, l'enjeu étant la liqueur d'immortalité. Donc il a pu aider les dieux, mais par contre, à la fin de la bataille, il s'est approprié en fait cette liqueur. Les dieux s'en sont aperçus et ils ont en fait coupé Vasuki en deux à l'aide d'un Sudarkhan. Et malheureusement, en fait, enfin, heureusement ou malheureusement, Vasuki avait déjà bu la potion et de ce fait, il est devenu immortel. Et de cette coupure, en fait, sont nés Rahu et Ketu. Rahu représentant la tête du serpent et Ketu la queue du serpent. Hmm. Donc on a cette tête et on a cette queue. Alors concrètement, parce que j'entends nos auditeurs se dire, ok, mais concrètement, ça veut dire quoi dans mon thème? Qu'est-ce que signifie cette tête et que signifie cette queue? Donc si on comprend bien, s'il y a une tête et une queue, ça veut dire qu'ils sont bon, probablement toujours en face. Exactement. On va toujours sur un thème, on va toujours trouver Rahu et Ketu diamétralement opposés à 180 degrés. Euh, Leur signification, en fait, euh, va être évidemment particulière, puisque on ne parle pas à proprement parler de planètes, d'une part, et en plus, Rahu et Ketu ne vont pas maîtriser de maison, comme c'est le cas pour toutes les autres planètes. Donc, ils vont avoir vraiment une signification, une fonction un peu particulière. Euh, Raoult, en fait, va vraiment donner une couleur particulière aux autres planètes. Il va vraiment les animer dans le bon comme dans le mauvais, selon la situation. Mais Raoult, en fait, est plus porté vers l'extérieur. C'est la tête du serpent. Il est porté vers l'extérieur. Et donc, il va avoir tendance à amplifier, en fait, les effets des planètes qui vont être conjointes, par exemple. Ketu, à l'inverse, est tourné vers l'intérieur. Donc, Ketu va plutôt être. Ketu représente plus l'introspection et c'est le voile, en fait. Ketu représente un voile. Donc, il va plutôt avoir tendance, en fait, à restreindre
l'environnement dans lequel il se trouve. Mmh. On peut dire aussi que, Rahu et Ketu, ça représente en fait la Kundalini et Rahu en fait représentant la tête du serpent, la Kundalini, vous savez, c'est cette énergie qui est, entourée en fait en bas de la colonne vertébrale et en fait au départ cette Kundalini, la tête du serpent en fait est tournée vers le bas. C'est pour ça que c'est une énergie qui est un peu compliquée à maîtriser. Que l'on parle de Rahu ou que l'on parle de la Kundalini, c'est un peu pareil puisque au départ, l'énergie, elle est tournée vers le bas et donc on a plutôt tendance à aller, dans des domaines de base astrale, dans des domaines, sombres, avant que cette énergie soit un peu domptée et qu'on aille vers la lumière, en fait. Raoult, il peut vraiment y avoir cette notion de flou, de maya, d'illusion, parce que Raoult, c'est aussi, tous les désirs et ça rejoint vraiment cette idée de bas astral, de désir non assouvi et finalement de toujours vouloir manger sans pouvoir digérer puisqu'on n'a plus de corps. C'est exactement ça. En fait, Raoult, on l'associe vraiment, on va dire un Raoult non nettoyé. Ça correspond vraiment, on va avoir le mensonge, on va avoir les addictions, on va trouver l'alcool. En fait, tout ce qui est tourné vers l'extérieur et dans les domaines les plus, on va dire, dans le domaine du vital. Donc, manger, boire, faire la fête, se droguer, fumer, tout ce qui est tourné vers l'extérieur, en fait, de façon un petit peu basique, voire lourd. Donc, Mmh. suivant le thème, bien sûr. Donc il y a vraiment une notion de karma finalement avec cet axe Rahu-Ketu. Bah, j'imagine en particulier avec Rahu, il y a cette notion de d'assouvir quelque chose dans le matériel et avec Ketu, pardon, quelque chose de retour de l'ordre du karma passé qui revient. Comment est-ce que toi tu interprètes, cette notion de karma au travers de l'axe Rahu-Ketu? Alors, quand je fais l'étude d'un thème par rapport à Rahu Ketu, donc on étudie toujours, Rahu Ketu au même titre que les autres planètes, si ce n'est, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de maîtrise de maison, donc il va quand même y avoir une approche un peu différente. On va vraiment regarder, évidemment la maison dans laquelle, Raoult et Ketus est positionné. Ce qui va vraiment avoir beaucoup d'importance, c'est la position de Raoult et Ketu par rapport aux 2 luminaires, par rapport au soleil et la lune. Hein, comme on l'a dit, au départ, Raoult et Ketu font de l'ombre à la lune et au soleil et donc bien évidemment, s'il y a proximité entre Raoult Ketu ou Ketu et le soleil et la lune, ça va amener évidemment des situations bien particulières. Hein, si on trouve de façon conjointe Raoult ou Ketu avec un des 2 luminaires, alors forcément il va y avoir des conséquences, importantes dans le thème de la personne. Ensuite, il y a évidemment dans un deuxième temps, il y a l'axe, comme tu l'as bien dit. Donc cet axe, évidemment, il va avoir de l'importance. Alors, c'est toujours difficile de dire que, c'est l'axe qui représente le karma, puisque toutes les planètes, en fait, représentent le karma. Mais l'axe va nous donner, oui, vraiment une information de la nature de ce karma et en quelque sorte, en fait, de ce que la personne est venue traiter dans cette incarnation présente. Mmh. Donc, il y a des axes plus ou moins faciles, toujours de façon, on va dire, quand on dit ça, de faire attention qu'il n'y a pas de dualité dans l'astrologie védique. Donc, facile et difficile, avec notre mental, on a toujours vite fait d'interpréter ça comme quelque chose de radical, mais il y a des positions évidemment d'axes qui sont plus ou moins difficiles à aborder dans une existence. Donc il y a les 2 axes principaux, l'axe vertical avec Rahu Ketu sur les maisons 1 et 7, ou Rahu Ketu à l'horizontale sur les maisons 4 et 10. Mais tous les axes en fait ont leur signification et doivent être interprétés. Bah, c'est vrai que quand ça vient toucher l'ascendant, le corps physique, la personnalité qui on est, ou que ça vient toucher les relations maison 7 ou la carrière en 10 ou les émotions en 4, forcément, ça vient toucher les 4 sphères majeures
pour un être humain qui sont le soi, l'autre, sa vie intérieure et sa vie extérieure avec le travail. Donc c'est sûr que ça peut être, très très perturbant. Est-ce que toi, il y a un axe qui te semble peut-être un petit peu plus facile ou est-ce que tu l'interpréterais peut-être de façon un peu plus évidente, voire même peut-être, des positions dans certains signes qui seraient plus évidentes pour l'axe, Rahu-Ketu? Alors il y a vraiment 2 enfin 2 choses qui sont toujours, enfin que je peux noter, mais bon, il y a un axe qui est quand même beaucoup plus agréable que les autres, on va dire, c'est lorsque Raoult est en maison 6 et Ketu est en maison 12. En fait, on comprend bien la fonction de Raoult tournée vers l'extérieur et la maison 6, c'est la maison des obstacles. Donc avoir un Raoult qui est bénéfique dans la maison des obstacles, bah, évidemment, ça va vraiment nous aider. Ça va vraiment nous aider à résoudre cette partie de notre incarnation. Et Ketu, du coup, en maison 12, la maison 12, c'est la maison, comme on dit, c'est la maison des pertes, mais c'est aussi la maison de la libération, c'est la maison, c'est Moksha. Et Ketu, c'est la planète de l'éveil par excellence. Donc avoir la planète de l'éveil dans la maison de Moksha, c'est évidemment la situation la plus agréable, clairement. Mmh. Ça, c'est pour l'axe et par ailleurs, en fait, comme j'ai pu le dire, auparavant, ce qui va être très influent, ce sont les conjonctions. Donc on a souvent l'habitude de dire si Raoult et Ketu sont seuls dans leur maison, ça va être évidemment beaucoup plus tranquille, beaucoup plus simple, on va dire, à maîtriser parce que, hem, ces deux planètes ne vont pas venir, influencer directement les autres planètes. Mmh. Des Comme je disais tout à l'heure, des conjonctions du style, Rahu-Ketu avec le Soleil ou la Lune ou même avec les autres planètes, ça peut être vraiment, délicat en fait à maîtriser. Si Mmh. on met Rahu avec Mars par exemple, hein, les 2 étant, heu, très efficaces, on va dire, très puissantes, bon, bah, il y a un excès évidemment. Ça donne pas mal de testostérone, Raoult-Mars, c'est, combo adrénaline, C'est pouvoir, c'est mais il faut arriver à tenir ses chevaux, c'est ça qui est le plus compliqué. c'est exactement ça en fait. À nouveau, on n'est pas dans quelque chose de négatif, mais il va falloir quand même une personnalité, bien trempée pour pouvoir gérer ça, gérer toute cette énergie. Alors, je sais qu'aussi on peut exalter ou affaiblir, Raoult et Ketu. Alors ça dépend des astrologues. Certains vont exalter Raoult en Taureau ou en Gémeaux et certains vont exalter, Ketu en Scorpion ou en Sagittaire et inversement, Raoult affaibli, en Scorpion ou Sagittaire et Ketu affaibli en Taureau et en Gémeaux. Est-ce que toi tu as, une interprétation ou une explication sur, ces signes particuliers pour, Raoult-Ketu? Hem c'est pour moi un petit peu moins, en fait, fort que pour les autres planètes. Enfin, pour les autres planètes, une exaltation ou une débilitation, c'est clair, voilà. Pour Rahu-Ketu, à nouveau, en fait, c'est l'influence, ça va jouer sur l'influence qu'ils vont avoir, hein. C'est ce que je disais, auparavant, c'est-à-dire que Rahu-Ketu, c'est pas tellement ce qu'ils représentent en eux-mêmes, mais l'influence qu'ils ont autour d'eux. Mmh. Donc, leur exaltation, leur débilitation, en fait, aura un impact sur un peu sur la façon dont ils vont agir. Hein, si Mmh. on a, comme on disait tout à l'heure, on a un Raoult qui est exalté, bon, bah, ça va être évidemment beaucoup plus bénéfique, ça va être beaucoup plus gérable, en fait, tout simplement, hein. On disait que Raoult, c'était vraiment les excès. Eh bien, s'il est bénéfique, très bénéfique, ça va être beaucoup plus facile à gérer. Si ce Raoult, par contre, il est, tendance, ennemi, grand ennemi, évidemment la gestion, de cette énergie sera d'autant plus délicate. Mmh. De la même façon, hein, si un Ketu est bénéfique, eh bien, le Ketu, on est dans l'introspection, on est dans, l'action de lever les voiles sur les choses passées, ça sera beaucoup plus facile parce que Ketu va d'autant plus nous aider. Si ce Ketu, il est plutôt maléfique, alors on va avoir des voiles qui vont être lourds, qui vont être vraiment difficiles à appréhender et à lever, bien sûr. Mmh.
Donc ça a vraiment beaucoup de sens. Donc déjà, ça permet aussi de juger l'axe avec beaucoup plus de mesure et beaucoup plus de recul plutôt que de se dire: «Mon Dieu, l'axe Camille Raoult-Ketou, c'est une catastrophe, c'est dramatique». Il y a aussi, je sais, des placements peut-être un peu particuliers pour cet axe, karmique. Parfois, on parle du Kalasarpa. Alors tout à l'heure, on tu nous as parlé du coup de ces placements avec, Ketu en 12 et Rahu en 6. Est-ce que, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce, Kalasarpa ou peut-être d'autres combinaisons, qui peuvent être aussi un petit peu croustillantes quand on parle de l'axe Rahu-Ketu? Ah ben, en fait, le Kalasarpa, oui, c'est vraiment, particulier. En fait, ça concerne, un positionnement des planètes totalement d'un seul côté de l'axe, donc soit, entre Rahu et Ketu ou soit entre Ketu et Rahu, d'accord? Rahu et Ketu étant, totalement rétrogrades, vous savez qu'ils tournent à l'envers des autres planètes. On parle de cela aussi lorsqu'on parle des transits de Rahu Ketu. En fait, Rahu représentant la tête du serpent, on le dit qu'il va absorber, en fait, il va manger les planètes au fur et à mesure de son mouvement. C'est-à-dire, plus il va approcher d'une planète et plus il va être actif et il va avoir tendance à absorber cette planète. C'est-à-dire que c'est Rahu qui va vraiment prendre le dessus sur cette planète, en fait. Donc on dit que les transits, en fait, sont vraiment très importants, entre 5 degrés avant et 5 degrés après, mais c'est surtout avant, en fait, que l'effet est le plus fort. Donc, quand on a ce fameux yoga, le Kalasarpa, on va avoir toutes les planètes qui vont se situer entre Rahu et Ketu. Et donc, évidemment, dans le mouvement, toutes ces planètes sont prises, sont absorbées, on ne va pas dire simultanément, mais on voit bien qu'elles sont piégées entre la tête et la queue du serpent. Donc c'est un yoga très, très particulier et qui souvent dénote d'un karma de vie passée très lourd. Mmh. D'accord. On a un exemple en fait de ce yoga avec Donald Trump, par exemple. Donc on voit le côté excessif de cette position. Alors, il n'y a pas que ce yoga qui est en cause, hein. L'ensemble du thème reste à prendre en compte, les autres planètes, leurs aspects bénéfiques et maléfiques, mais voilà, on a bien une idée de ce yoga avec ce personnage. On voit bien le côté excessif. Carrément, et puis on voit aussi qu'il a sa conjonction avec les luminaires que tu expliquais tout à l'heure. Il a, le soleil, il me semble, avec Raoult et la lune avec Ketu, si je dis pas Ah, de bêtises. il a tout. Donc il a vraiment le combo, le combo Il pas a, facile, on l'appelle comme ça. il a tout ce qu'il faut, voilà. C'est le mauvais exemple de comment on manifeste un Kalasarpa. Oui, oui, on peut dire ça. Un Kalasarpa, c'est vraiment difficile, c'est une situation particulière et c'est vraiment très difficile à appréhender pour la personne. Alors, j'imagine qu'il y a des remèdes parce que j'entends déjà les auditeurs, crier au désespoir, «Mon Dieu, j'ai un Kalasarpa». Alors, je pense que tu auras plein de petits conseils et quelques remèdes en tout cas à nous donner. Mais avant qu'on aille sur cette, page des conseils et des remèdes, il existe dans les constellations védiques, donc les nakshatras, des, constellations qui sont associées particulièrement à Rahu et à Ketu. Et j'aimerais qu'on développe un petit peu sur, comment est-ce qu'on peut interpréter ces nakshatras et les planètes surtout dans ces nakshatras. Est-ce que ça va porter aussi l'énergie de Raoult ou de Ketu? Comment est-ce que toi, tu peux voir, par exemple, un thème où il y a beaucoup de nakshatras de Ketu ou beaucoup de nakshatras de Raoult? Alors, pour rappel, les nakshatras de Ketu sont Ashwini, Magha et Mula, et les nakshatras associés à Raoult sont Ardra, Swati et Shatabishak. Mémoire, c'est parfait. De mémoire. Alors oui, pour rappel, en fait, les nakshatras, c'est un système plus ancien que les signes. Le zodiaque, en fait, découpe le ciel en 12 signes, donc 12 secteurs de 30 degrés. Les nakshatras, c'est un système beaucoup plus ancien qui découpe le ciel en 27 parties. Donc c'est un peu différent. Et à la différence des signes dans lesquels Rahu et Ketu n'entrent pas en ligne de compte, dans les nakshatras, Rahu et Ketu, comme tu viens de le dire, vont en fait être les maîtres de 6 nakshatras, 3 et 3 en fait. D'accord? Donc on va avoir à nouveau ce même processus que l'on a pu dire sur les planètes conjointes. Quand une planète va être dans un des nakshatras de Rahu Ketu, on va évidemment retrouver une analyse
proche de ce qu'on disait par rapport aux planètes conjointes. Si une planète est conjointe à Raoult dans une maison, il va y avoir des effets très forts. De la même façon, si une planète est dans un nakshatra qui est géré par Rahu ou Ketu, on va avoir à nouveau à considérer cet aspect important. Et toujours de la même façon, s'il s'agit du Soleil et de la Lune, si la Lune ou le Soleil sont placés dans un nakshatra de Rahu ou Ketu, ça va avoir énormément d'importance. Comme on a dit, le Soleil, Rahu fait de l'ombre à la Lune. Donc, si la Lune est placée dans un nakshatra géré par Rahu, ça va être compliqué. Alors, quand je dis compliqué, il faut toujours éviter l'idée de dualité, mais ça va évidemment apporter une note très particulière sur le thème du natif. Et ce développement un petit peu compliqué, ça me fait penser aussi aux dashas, aux périodes de vie, que l'on peut vivre et on peut forcément vivre, bah, nos périodes de Ketu et de Rahu et on peut même également vivre, par exemple, un Mahadasha, donc une grande période de Ketu et un Bhukti ou un Antaradasha, une sous-période de Rahu. Comment est-ce que toi tu appréhendes ces périodes de vie, ces Mahadashas dans le thème du natif? Parce qu'on a parlé un petit peu des transits, mais ces Mahadashas, c'est aussi une sorte de transit plutôt intérieur ou individuel. Et j'imagine que cette dualité, quand on arrive sur ces périodes Ketu-Rahu ou Rahu-Ketu, peuvent être relativement assez intenses. Oui, tout à fait. Traverser les dashas de Rawick et tout, c'est pas neutre. Alors, toujours pareil, il n'y a pas de dasha plus ou moins facile, mais bon, c'est sûr que quand on présente comme ça qu'on va être dans la période de Jupiter pendant X années ou si on est dans la période de Raoult, on sent bien déjà que ça sonne pas pareil. Hein, quand on va être dans la période de Raoult, dépassement des limites extérieures, tous les aspects dont on a parlé tout à l'heure, c'est évidemment une période qui va être particulière. On dit toujours que Raoult, ce sont les événements soudains. Donc, dans une période de Raoult, tout est possible. Et cette période de Raoult, elle dure 18 ans. Donc on peut quand même, évidemment, s'attendre quand même à des bouleversements dans son existence. De façon similaire, mais avec des effets très très différents, en fait, la période de Ketu, elle, est une période qui va plutôt entraîner à une intériorisation. On va avoir tendance à c'est vraiment la période de l'introspection. Ketu étant la planète de l'éveil, on va vraiment être amené à la plonger à l'intérieur de soi et vraiment reconsidérer la façon dont on est et la façon dont on perçoit les choses. Mais évidemment, on comprend bien que c'est jamais neutre. Ce qu'il faut surtout bien imaginer, c'est que Raoult et Ketu ne laissent pas le choix. C'est-à-dire que quand on est au travers de ces planètes, on va vivre pleinement en fait ces aspects de Raoult et Ketu. Alors toujours dans le contexte de notre thème, hein, c'est toujours pareil, mais vraiment, ça ne laisse pas le choix. Je peux donner un exemple très basique parce que à l'instant où je te parle, en fait, je termine une période un petit peu particulière parce que je suis en Ketu Raoult. Ça se terminera pour moi le 8 février prochain. Donc ça fait déjà un peu plus de 3 ans et demi que je suis dans le Mahadasha de Ketu. Et en ce moment, la sous-période de Raoult, donc c'est quand même évidemment une période très particulière. Mais voilà, c'est pas neutre, c'est loin d'être neutre. Pour Ketu, en fait, ça amène vraiment l'introspection et sans laisser de choix. Et avec la polarité de Raoult, j'imagine actuellement, qui vient pousser du coup sur le matériel, sur le manifesté, et bon, là aussi où Raoult est placé, j'imagine, dans ton thème. Donc ça peut créer cette notion peut-être des déséquilibres, ou en tout cas de recherche d'équilibre peut-être dans cet axe finalement. Oui, tout à fait. On a vraiment la sensation du tiraillement. Et en fait, on va essayer de faire au mieux pour l'équilibre. Mais voilà, avec l'aspect très extérieur de Ketu qui veut me continuer sa vie, en fait, très simplement, alors que Ketu voudrait qu'on parte en retraite dans un endroit très tranquille. Voilà, ça crée un tiraillement et il faut faire l'équilibre et essayer de comprendre en fait les deux aspects Mm. pour le vivre au mieux.
Déjà, à t'entendre, c'est une bonne nouvelle pour nos auditeurs, c'est-à-dire qu'on survit nos périodes de Ketu et nos périodes de Raoult également, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et j'imagine que tu as mis en place pas mal de remèdes, ou en tout cas que tu cultives peut-être certaines qualités pour faire face du coup à cette période de Ketu et puis cette antara d'achat de Raoult. Est-ce que tu aurais peut-être quelques petits conseils, des choses peut-être du plus simple au plus compliqué, mais pour aider nos auditeurs qui seraient soit dans un transit Raoult difficile, soit dans un mât d'achat difficile, soit au contraire en ayant un placement un petit peu délicat. Je pense que vraiment la première chose, c'est, je peux dire personnellement, c'est ce qui m'a aidé, c'est-à-dire que j'ai été prévenue à l'avance. En fait, ayant eu l'occasion, puisque c'est le début de mon histoire, en fait, mes premiers pas dans ce monde védique, mais j'avais fait faire mon thème par François Leleu. Et évidemment, j'avais eu toute l'explication de mon thème, donc ça incluait les aspects de Raoult et tout, mais aussi on a pu entrevoir en fait ce Mahadasha de Ketu qui allait arriver. Donc en fait, la première chose, c'est déjà d'être prévenu. Et on sait qu'on va traverser une période qui va entraîner en fait cette réaction, en fait, euh, cette façon d'être pendant plusieurs années. Donc vraiment, la première chose, c'est bien d'appréhender cette période. C'est-à-dire que non, ce n'est pas une catastrophe d'être en Raoult ou en Ketu, mais, mais c'est évidemment une très grande aide de savoir en fait comment ils sont positionnés dans nos thèmes, comment ils fonctionnent, et sur quoi ils influent. Mhm. Voilà. Ensuite, on va pouvoir utiliser en fait des remèdes, je vais dire traditionnels, mais pendant cette période de keto, moi je porte très souvent un saphir étoilé. Donc les pierres bien évidemment, que ce soit pour Raoult ou pour keto, les pierres sont vraiment des aides importantes. Et puis j'ai aussi pratiqué en fait les yagyas par anticipation. Hein, c'est-à-dire que à l'approche en fait de la période de Ketu, en fait, j'ai fait des yagyas pour Ketu de façon à justement intégrer cette énergie. Parce qu'en fait, je crois que le maître mot par rapport à ces périodes, c'est de les accompagner. Parce que si on lutte contre, ça risque d'être vraiment difficile par contre. Donc accompagner ce mouvement, essayer de, oui, de prendre les aides par les yagyas, par les pierres, par ces moyens correctifs traditionnels que nous avons. Et comme tu le dis si bien, accompagner, c'est-à-dire avoir peut-être un lâcher-prise sur certains événements, sur certaines choses. Il y a vraiment une notion de lâcher ce contrôle et se lâcher aussi cette notion de désir ou des rejets, parce que c'est vrai que Raoult va avoir cette tendance au désir et qui est tout au rejet. Et finalement, on vient un petit peu abandonner toute cette conception qu'on avait de je veux ceci ou je ne veux pas cela. Et comme tu le dis si bien, on accompagne le mouvement et on apprend finalement à naviguer avec les vagues que nous offre Raoult Ketu. Oui, c'est ça. En fait, pendant ces périodes, on va essayer d'être le plus vigilant possible pour ne pas se faire, je vais dire, embarquer par ces énergies particulières. C'est-à-dire qu'en période de Raoult, oui, s'il est vindicatif, il va vouloir tout du monde extérieur. Donc, voilà. Ça veut dire qu'on va essayer de ne pas prendre de décision à la légère en période de Raoult parce que ça risquerait d'être un petit peu trop impulsif et ne pas correspondre à la réalité. De la même façon, quand on est en période de keto, on évite de s'isoler parce que, évidemment, la première chose qui nous vient à l'esprit en période de keto, c'est d'aller se perdre dans les montagnes ou sur une île déserte, ce qui n'est pas vraiment la meilleure chose à faire pour appréhender cette période. Et de même pour les natifs qui ont leur lune en Moula ou en Ashwini ou dans ces nakshatras aussi de Ketu, on aurait tendance à porter beaucoup d'énergie d'introspection. On se met en mouvement et on s'essaye à rester dans le matériel tant qu'on y est. Donc c'est aussi, tes remèdes ici sont intéressants parce qu'ils sont aussi pertinents, même pour ceux qui ne vivent pas leur Mahadasha de Ketu de Rahu, mais qui ont des planètes fortes comme le Soleil ou la Lune prédisposées dans ces nakshatras parce que ça peut être le thème d'une vie, finalement aussi. Ah, complètement. Ça peut être vraiment le thème d'une vie. Et on en a parlé un peu tout à l'heure, mais si on a un Raoult et Ketu en maison 1, par exemple,
évidemment, ça va être prépondérant pour l'existence et évidemment cette approche en fait, de ces 2 signes, de ces 2 planètes en fait, va être importante. Alors moi, j'ai adoré cet échange avec toi, Patrick, sur l'axe karmique Rahu-Ketu. Est-ce que tu as quelques derniers mots peut-être à nous donner sur cet axe, pardon, et peut-être éventuellement quelques ressources pour nos auditeurs curieux qui aimeraient plonger un petit peu plus loin dans l'étude de Rahu-Ketu? Chose principale que je dirais, c'est de ne pas en avoir peur. Parce qu'il y a toujours une approche, qui est assez dualiste quand on parle de choses comme ça, tout comme, certains astrologues qui parlent de Saturne et on a l'impression que c'est, les catastrophes assurées. C'est loin d'être le cas en fait, c'est plus, l'approche que l'on a par rapport à ces 2 nœuds lunaires et d'être beaucoup plus tranquille par rapport à ça. J'ai eu l'occasion en fait, j'ai fait un travail un peu particulier avec, François Leleux. Il y a une astrologue, d'origine indienne qui je crois vit aux États-Unis, qui s'appelle Komiya, Sutton, qui a écrit, de nombreux ouvrages sur le Jyotish et elle a créé un livre particulier sur, Rahu et Ketu et en fait heu, on va dire quasiment par nécessité pour, certains d'entre nous, en fait, j'ai traduit ce livre, mais vraiment, Komiya écrit par rapport à Raoul Ketou est vraiment très intéressant parce qu'elle a une manière quand même, assez, simple d'aborder ce sujet, sans la dureté ou le catastrophisme de, certains astrologues indiens, en fait. C'est vrai qu'en Inde, on peut avoir tendance à amplifier ou à prendre des mots démesurés pour parler, que ce soit de l'axe Rahu-Ketu ou même de Saturne ou du Sédéceti ou de tous ces transits. Et c'est vrai que ça a tendance un peu à nous faire flipper, à nous faire peur, alors qu'en fait, avec des mots simples et des explications concrètes sur ce qui se passe, on peut aborder les choses avec beaucoup plus de sérénité, comme tu nous l'as expliqué. Oui, tout à fait. En fait, c'est plutôt notre approche, occidentale, en fait, qui est en cause, de ce côté-là, côté très dualiste. En fait, on a tendance à assimiler, en fait, le bénéfique maléfique qui est défini dans l'astrologie, converti en bien et en mal, tout basique, Mmh. de façon très simple. Donc, si mon Raoult est pas là, alors c'est mal. Je vais avoir des gros ennuis. C'est un peu, heu, c'est un peu réducteur la façon de l'exprimer comme ça, mais on a quand même une approche qui est de cette nature, ce qui n'est vraiment pas le cas. C'est vrai que redéfinir les termes de bénéfique et maléfique, ça peut être, peut-être même un sujet, de podcast entier peut-être parce que ça, il y aurait pas mal de boulot, je pense, à faire parce que quand on apprend l'astrologie et qu'on tombe sur les bénéfiques naturels et temporels et qu'après on parle des planètes maléfiques et on se dit: «Oh là là». Mon Dieu, le soleil, il va être catastrophique chez tout le monde, Saturne aussi, Mars aussi, alors qu'en fait, on a besoin de courage, donc on a besoin de Mars, on a besoin de rigueur, alors on a besoin de Saturne. Et puis on a besoin d'équilibre, et là, Rahu-Ketu sert à ça aussi, à nous aider à trouver peut-être cette équanimité, finalement. Et donc notre notion, notre vision très binaire de la vie, bien ou mal, va s'arrêter du coup au Tout à fait. concept bénéfique et maléfique. Oui et en fait, chaque être est unique. Donc, il n'y a jamais 2 thèmes identiques et chaque placement se justifie, en fait, dans l'existence. Alors du coup, Patrick, si, nos auditeurs aimeraient, peut-être faire un thème avec toi pour découvrir du coup, cet axe karmique Rahu-Ketu et découvrir leur thème unique, où est-ce qu'on peut te retrouver pour réserver une lecture avec toi? Eh bien, en fait, sur notre site web, le site s'appelle centre-ishvara.org. Eh ben, en tout cas, je mettrai aussi tout ça dans la barre d'infos pour nos auditeurs s'ils souhaitent te contacter pour réserver une lecture. Et sinon moi j'ai adoré parler, Raoult Ketou avec toi, c'était, génial et je suis sûre que nos auditeurs ont déjà mieux compris leur axe et sont déjà plus soulagés à l'approche de leur Mahadasha de Raoult ou de Ketou, c'est certain. Et puis au plaisir de te réinviter, peut-être une prochaine fois et pour le coup pour parler peut-être bénéfique et maléfique parce que ça aurait beaucoup de sens. Merci Justine, c'était un plaisir de partager avec toi aussi. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.